Août 1944. Normandie. Un général français reçoit l'ordre d'attendre 12 jours avant d'avancer vers Paris, mais il décide de partir tout de suite et de faire le trajet en 48 heures. Eisenhower, le grand chef des armées alliées, regarde sa carte et dit « Bon Dieu, ils sont déjà là ». Comment un homme a-t-il transformé 12 jours en 2 jours et sauvé Paris de la destruction ? Le général Eisenhower se tient devant une grande carte accrochée au mur de son bureau à Alençon. Il regarde les lignes rouges et bleues qui montrent où sont les armées. Ses doigts suivent une route qui va vers Paris. 100 000 soldats allemands sont coincés dans un piège près de falaises. Mais Paris brûle. Les gens se battent dans les rues. Ils meurent. Eisenhower sait qu'il doit faire un choix difficile. Dans 48 heures, il va prononcer des mots qu'il n'a jamais imaginés. Ces mots vont tout changer. La distance entre Alençon et Paris est de 150 km. Les plans des généraux américains disent qu'il faut 12 jours pour faire ce trajet, 12 jours pour avancer avec prudence, 12 jours pour être sûr que tout est prêt. 16 000 soldats de la 2e division blindée attendent l'ordre de partir. À Paris, 4 millions de personnes vivent sous l'occupation allemande. Certains meurent déjà dans une révolte qui a commencé le 19 août. Chaque jour qui passe, plus de gens meurent. Le général Bradley et le général Eisenhower veulent contourner Paris. Ils disent que prendre la ville va coûter trop cher. Il faudra 4 divisions de soldats. Il faudra 2 semaines de combat. Paris peut attendre. Les tactiques militaires traditionnelles sont claires. Une armée avance de 12 à 15 km par jour, pas plus. Il faut être prudent. Il faut avoir assez de munitions. Il faut avoir assez de carburant. Les officiers qui travaillent sur la logistique font des calculs. Ils disent qu'il faut 300 tonnes de carburant et de munitions stockées avant de commencer une attaque. Sinon, c'est trop dangereux. Un homme ne croit pas à ces règles. Il s'appelle Philippe Leclerc de Haute-Cloque. Il a 42 ans. Ce n'est pas un militaire comme les autres. Avant la guerre, il était capitaine de cavalerie. Quand la France est tombée en 1940, il n'a pas accepté la défaite. Il a traversé le désert du Sahara avec seulement 3 camions pour rejoindre le général de Gaulle en Afrique. Il a roulé pendant des jours sous le soleil brûlant. Il n'avait presque pas d'eau, mais il est arrivé. Certains généraux américains ne le respectent pas. Ils l'appellent « ce Français romantique ». Ils pensent qu'il ne comprend pas la guerre moderne. Ils disent que les Français sont courageux, mais qu'ils ne suivent pas les ordres. Les rapports de renseignement parlent de 80 chars Panther allemands qui défendent les routes vers Paris. Ces chars sont dangereux. Ils ont de gros canons. Le général Gerov commande l'armée américaine dans cette région. Il dit « Leclerc ne comprend pas la guerre mécanisée moderne. Il va nous causer des problèmes. » Les officiers qui travaillent dans les bureaux font des plans détaillés. Ils marquent chaque village sur leur carte. Ils calculent combien de litres de carburant chaque char va consommer. Ils comptent les obus. Ils regardent les routes. Ils disent que tout doit être parfait avant de bouger. Mais pendant qu'ils calculent, des gens meurent à Paris. Les Allemands tirent d'eau sur les civils dans les rues. Les hôpitaux manquent de médicaments. La nourriture devient rare. Le 22 août, Leclerc réunit ses officiers. Ils sont dans une ferme près d'Alençon. L'odeur du foin se mélange avec celle du diesel des chars qui attendent dehors. Leclerc regarde ces hommes. Il dit quelque chose que personne n'oublie jamais. On ne marchera pas vers Paris. On y foncera, sans s'arrêter, jour et nuit. Les officiers se regardent, certains pensent qu'il est fou, d'autres commencent à sourire. Leclerc explique son idée. Il dit que la vitesse peut remplacer la force. Il dit que si on va très vite, l'ennemi n'aura pas le temps de réagir. Les Allemands vont calculer où les Français seront demain. Mais demain, les Français seront déjà passés. C'est un pari dangereux. Si les chars tombent en panne, ils seront seuls. Si les munitions manquent,
Ils ne pourront pas se battre. Mais Leclerc croit en son plan. Il regarde par la fenêtre de la ferme. Dehors, ces 16 000 hommes préparent leurs armes. Ils nettoient leurs chars. Ils remplissent les bidons de carburant. Ils ne savent pas encore qu'ils vont faire l'impossible. Ils ne savent pas qu'ils vont prouver que tous les experts se trompent. Ils ne savent pas que dans 48 heures, ils vont entrer dans Paris pendant que les généraux américains pensent encore qu'ils sont à 100 km de là. Leclerc prend sa carte. Il trace une ligne droite d'Alençon à Paris avec son doigt. 150 km. Les autres généraux disent 12 jours. Lui dit 48 heures. La différence entre ces deux chiffres, c'est la différence entre suivre les règles et les casser. C'est la différence entre faire ce qui est sûr et faire ce qui est nécessaire. Le soleil se couche sur la Normandie. Les chars de la 2e division blindée attendent dans les champs. Les moteurs sont silencieux. Les soldats dorment un peu. Demain, ils vont commencer une course contre le temps. Ils vont montrer au monde qu'un homme qui refuse d'obéir peut changer l'histoire. Ils vont prouver que la vitesse peut battre la puissance. Ils vont libérer Paris pendant que tout le monde pense que c'est impossible. Eisenhower ne le sait pas encore, mais dans 2 jours, il va regarder sa carte avec des yeux grands ouverts. Il va mesurer la distance avec son compas. Il va vérifier 3 fois le message radio, et il va dire des mots qu'il ne pourra jamais oublier. Mais ce soir, tout est calme. Leclerc regarde ses hommes. Il sait qu'il va désobéir aux ordres. Il sait qu'il risque tout. Mais il sait aussi qu'il a raison. Le 23 août, à 6 heures du matin, les moteurs des chars commencent à rugir. 16 000 hommes montent dans 2000 véhicules. Il y a 165 chars Sherman M4. Leurs chenilles font du bruit sur la terre. L'odeur du diesel remplit l'air. Leclerc a organisé ses soldats en 3 colonnes qui vont avancer sur des routes différentes. Chaque colonne a un chef. Chaque char transporte 625 litres de carburant plus des bidons en plus. C'est une innovation importante. Leclerc a aussi mis un opérateur radio dans chaque petit groupe de soldats. Comme ça, tout le monde peut parler tout le temps. Les soldats portent leurs casques. Ils vérifient leurs armes. Les motocyclistes partent en avant pour regarder la route. Ils vont rouler avec des phares couverts cette nuit. C'est dangereux mais nécessaire. Leclerc donne l'ordre de partir. Il n'a pas attendu la permission du général Guéraud. Il désobéit aux ordres directs. Il sait qu'il peut être arrêté pour ça. Mais il s'en fiche. Les 3 colonnes commencent à bouger. La terre tremble sous le poids des chars. Les villageois sortent de leur maison pour regarder. Ils voient pendre des drapeaux français sur les chars. Certains pleurent, d'autres crient « Vive la France !» Les chars ne s'arrêtent pas. Ils roulent vers le nord, vers Paris. La première étape est Rambouillet. C'est à 110 km d'Alençon. Les plans normaux disent qu'il faut 1 semaine pour faire ce trajet. Leclerc veut le faire en 18 heures. Les chars roulent à 30 km par heure. Ils traversent des villages sans ralentir. Les soldats à l'intérieur sentent la chaleur des moteurs. Ils transpirent. Leurs mains tiennent les canons des mitrailleuses. Ils regardent partout pour voir l'ennemi. À midi, ils ont déjà fait 50 km. Les officiers américains dans leur bureau ne le croient pas, ne le croient pas. Ils regardent leurs rapports. Ils pensent qu'il y a une erreur. Mais il n'y a pas d'erreur. La 2e division blindée roule comme une rivière qui ne s'arrête jamais. Dans l'après-midi, ils rencontrent l'ennemi pour la première fois. À Arpajon, 12 chars panzer allemands bloquent la route. Les panzers sont gros et dangereux. Leurs canons peuvent détruire un Sherman facilement. Mais Leclerc a un avantage. Ces chars arrivent de 3 directions en même temps. Les Allemands ne savent pas où tirer. En 30 minutes, les 12 panzers brûlent. La fumée noire monte dans le ciel. 2 chars français sont perdus. 14 soldats français sont morts. C'est triste, mais la colonne ne s'arrête pas. Elle continue. À 18 heures, ils consomment 180 000
4000 litres de carburant en une seule journée, c'est énorme. Les officiers de logistique américains font des calculs, ils disent que c'est impossible de continuer comme ça. Mais Leclerc a prévu ça. Ses soldats prennent du carburant aux Allemands qu'ils battent. Ils vident les réservoirs des camions ennemis. Ils utilisent tout ce qu'ils trouvent. Pendant ce temps, au quartier général américain, le général Gero reçoit les nouvelles. Il devient rouge de colère. Il envoie un message radio furieux. Leclerc a désobéi aux ordres directs. Le général Bradley, qui est encore plus haut dans le commandement, demande qu'on arrête Leclerc. Il dit que cette folie doit s'arrêter. Les officiers qui travaillent sur la logistique secouent la tête. Ils disent « c'est du suicide, ils n'ont que 60% des munitions nécessaires, ils vont tous mourir ». Eisenhower reçoit tous ces rapports, il doit décider. Est-ce qu'il punit Leclerc ou est-ce qu'il le soutient? Il regarde sa carte. Il voit où la 2e division blindée est maintenant. Elle a déjà fait plus de la moitié du chemin, en un seul jour. C'est incroyable. C'est contre toutes les règles, mais ça marche. À Paris, le général de Gaulle reçoit des nouvelles de l'insurrection. Les gens se battent contre les Allemands avec presque rien. Des fusils vieux, des bouteilles avec de l'essence dedans. Ils meurent par dizaines. De Gaulle envoie Bepovo un message secret à Leclerc. Personne ne doit le voir. Le message dit « Allez vite, nous ne pouvons pas tenir longtemps ». Ce message donne encore plus de force à Leclerc. Il y a un capitaine qui s'appelle Raymond Dronne. Leclerc le choisit pour mener l'avant-garde. Dronne a 160 hommes avec lui. Ce sont les meilleurs. Ils vont partir en avant du reste de l'armée. Leur mission est d'arriver à Paris les premiers. Dronne regarde ses soldats. Il leur dit « On va entrer dans Paris cette nuit. Préparez-vous ». Un officier américain aide Leclerc en secret. Il donne 40 000 litres de carburant sans en parler à ses chefs. C'est contre les ordres, mais il croit en Leclerc. Il pense que cet homme fou peut réussir. À Paris, la résistance française aide aussi. Ils détruisent 47 ponts et routes pour ralentir les Allemands. Ils coupent des arbres, ils creusent des trous, tout pour que l'armée allemande ne puisse pas bouger vite. La nuit du 23 au 24 août, les chars français continuent d'avancer. Ils roulent dans le noir avec des phares presque éteints. Les motocyclistes, en avant, regardent la route avec des lampes couvertes. C'est très dangereux. Un char peut tomber dans un fossé. Mais ils continuent. Les soldats ne dorment pas. Ils boivent du café froid. Ils mangent du pain dur. Leurs yeux brûlent de fatigue. Le 24 août au matin, ils arrivent près de Rambouillet. Ils ont fait 110 km en 18 heures. C'est un record. Mais il reste encore 40 km jusqu'à Paris. Leclerc ne laisse pas ses hommes se reposer longtemps. Il dit « Encore un effort. Paris nous attend. » Les moteurs repartent. Les chenilles tournent encore. Les chars foncent vers la capitale. L'après-midi, Dronne et ses 160 hommes partent en avant. Ils ont des half-track. Ce sont des véhicules rapides avec des roues et des chenilles. Ils roulent très vite. À 21h22 exactement, les half-track de Dronne passent la porte d'Italie. Ils entrent dans Paris. 39 heures se sont passées depuis le départ d'Alençon. Pas 12 jours, moins de 2 jours. L'avant-garde est arrivée. Dronne enlève son casque. Il regarde autour de lui. Les rues sont vides. Puis, soudain, une femme ouvre une fenêtre. Elle crie « Les Français sont là !» En quelques minutes, des centaines de Parisiens sortent de leur maison. Ils pleurent. Ils rient. Ils touchent les roches les chars. Le bruit des chenilles sur les pavés se mélange avec les cris de joie. Un homme de la résistance court vers Dronne. Il lui tend une bouteille de vin. Il dit « J'ai gardé ça depuis 1940. J'attendais ce jour. » À 21h30, les cloches de Notre-Dame commencent à sonner. Elles n'ont pas sonné depuis 4 ans. Leur son traverse toute la ville.
Les gens qui se cachent dans leur cave l'entendent, ils comprennent. Paris est libre, ou presque. Il reste encore des Allemands à chasser. Mais l'impossible est arrivé. Leclerc a parcouru 150 km en 48 heures. Il a fait en 2 jours ce que tout le monde disait impossible en 12 jours. Les chiffres racontent son histoire incroyable. Les plans militaires alliés disaient 12 à 15 jours pour atteindre Paris depuis Alençon. La 2e division blindée l'a fait en 48 heures. C'est une réduction de 85% du temps prévu. Les généraux américains ne peuvent pas le croire. Ils vérifient les rapports encore et encore. Mais c'est vrai. Les pertes allemandes sont lourdes. 3200 soldats allemands sont faits prisonniers en 2 jours. 71 chars allemands sont détruits. Du côté français, 71 soldats sont morts. C'est triste pour chaque famille qui perd quelqu'un, mais c'est bien moins que ce que les experts avaient prévu. 35 chars français sont endommagés, mais la plupart peuvent être réparés. Le plus surprenant, c'est le carburant. En allant si vite, les Français ont économisé 400 000 litres de carburant. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu moins de combats longs et difficiles. Le 25 août, toute la 2e division blindée entre dans Paris. Les rues sont pleines de monde. 1 million de Parisiens sont dehors. Ils agitent des drapeaux. Ils jettent des fleurs sur les chars. Les soldats français sourient, mais ils restent vigilants. 2 divisions américaines arrivent derrière les Français et utilisent le chemin que Leclerc a ouvert. 15 généraux alliés commencent immédiatement à étudier ce qu'ils appellent la tactique Leclerc. Ils veulent comprendre comment il a fait. Ils envoient des officiers pour poser des questions. Ils prennent des notes. En septembre 1944, 4 divisions américaines adoptent les marches forcées continues. Elles essaient de copier ce que Leclerc a inventé. 8 nouvelles divisions blindées françaises sont formées selon ce modèle. Mais il y a aussi de l'opposition. Le général allemand von Koltitz était le commandant de Paris. Il avait reçu un ordre direct de Hitler. L'ordre disait « Détruisez Paris. Ne laissez rien debout ». Von Koltitz avait préparé la destruction. 86 endroits importants dans Paris avaient des bombes, les ponts, les musées, les monuments. Tout devait exploser, mais Leclerc est arrivé trop vite. Von Koltitz n'a pas eu le temps d'exécuter l'ordre. Il se rend le 25 août. L'armée allemande essaie de contre-attaquer. 40 chars Panther sont envoyés depuis Metz pour reprendre Paris. Mais ils arrivent trop tard. Les Français sont déjà dans la ville. Les Panthers, Doual-Coquedi, doivent faire demi-tour. Certains généraux alliés critiquent Leclerc. Ils disent « Il a eu de la chance, pas du génie. N'importe qui peut réussir avec de la chance. » Un rapport d'état-major américain dit « Cette tactique n'est pas reproductible. C'est trop risqué. On ne peut pas la recommander. » Mais regardons ce qui s'est vraiment passé. Le 24 août, à 18h, quelque part près de Rambouillet, les soldats dorment 2 heures dans leur char. Les moteurs sont encore chauds. Ils font du bruit même éteint. L'odeur de diesel est partout. Elle se mélange avec le parfum des tilleuls que les chars ont écrasés en passant. Un lieutenant compte ses obus. Il dit à voix haute « 13 obus restants sur 75 ». Un autre soldat lui demande « On attend des munitions ?» Le lieutenant secoue la tête. « Non, on avance quand même. » Le 24 août, à 21h25, à la porte d'Italie. Le capitaine Drone enlève son casque. Ses cheveux sont collés par la sueur. Une femme sort de sa maison. Elle crie « Les Français !» Puis elle se met à pleurer. Elle ne peut plus s'arrêter. Des centaines de Parisiens surgissent de partout. Des vieux, des jeunes, des enfants. Le bruit des chenilles sur les pavés de Paris couvre les sanglots et les rires. Un homme de la résistance court vers le char de Drone. Il tient une bouteille. Il dit « J'ai caché ce vin en juin 1940. Je me suis promis de l'ouvrir le jour où les Français reviendraient. » Il a les larmes aux yeux quand il tend la bouteille. Le 25 août,
à 8 heures du matin, au quartier général d'Eisenhower. Un opérateur radio reçoit un message, il le lit, il fronce les sourcils, il le lit encore, il appelle son supérieur. Le message arrive jusqu'à Eisenhower. L'opérateur le répète 3 fois parce que Eisenhower ne le croit pas. Eisenhower se lève, il va vers la grande carte sur le mur, il prend son compas, il mesure la distance entre Alençon et Paris, 150 km. Il regarde le calendrier, 48 heures. Il regarde ses officiers, le silence dans la salle dure 7 secondes. Personne ne dit rien. Puis, Eisenhower dit doucement « Bon Dieu, ils sont déjà là ». Ces mots sont maintenant célèbres. Eisenhower les écrit dans son rapport officiel du 25 août. Il dit « Une manœuvre qui défie les calculs conventionnels, mais démontre que l'audace calculée peut réduire les pertes. » C'est une façon élégante de dire que Leclerc avait raison et que tous les experts avaient tort. Leclerc parle à ses hommes le 26 août. Ils sont fatigués. Ils n'ont pas dormi pendant 3 jours. Leurs uniformes sont sales. Mais ils sourient. Leclerc leur dit « Vous avez prouvé qu'un char français vaut 3 Panzers quand il roule sans s'arrêter. » Les soldats applaudissent. Un sergent dit plus tard « On n'a pas dormi. On n'a pas mangé chaud. Mais on a libéré Paris en 48 heures. Ça valait tous les repas du monde. » Il y a des conséquences que personne n'avait prévues. La rapidité de Leclerc a sauvé Paris de la destruction. Si von Goltitz avait eu 2 jours de plus, il aurait peut-être fait exploser les bombes. Les ponts auraient été détruits. Notre-Dame aurait pu tomber. La tour Eiffel aurait pu être dynamitée. Tarkoby. 3000 œuvres d'art du musée du Louvre ont été sauvées. Elles auraient été évacuées ou détruites si les combats avaient duré plus longtemps. La 2e division blindée devient un modèle pour le reste de la guerre. Les autres divisions étudient comment Leclerc a fait. Elles adoptent certaines de ses idées. La course vers le Rhin en 1945 utilise les mêmes principes. Aller vite, ne pas s'arrêter, surprendre l'ennemi. La doctrine militaire change. L'OTAN adopte plus tard les raids de pénétration profonde. Cette idée vient directement de ce que Leclerc a fait en août 1944. Les chiffres complets sont impressionnants. 71 heures de combat continu. C'est un record pour une division blindée à cette époque. 2 nuits sans sommeil pour 80% des soldats. 47 villages traversés sans s'arrêter. 1 million de Parisiens dans les rues le 26 août pour célébrer la liberté. Mais certains refusent de croire que c'est du génie. Ils disent que c'est de la chance. Ils disent que Leclerc a pris trop de risques. Ils disent qu'on ne peut pas enseigner ça à d'autres. Pourtant, les faits parlent. 48 heures au lieu de 12 jours, Paris libre, des milliers de vies sauvées, une ville entière sauvée de la destruction. Si c'est de la chance, alors c'est la meilleure chance du monde. L'histoire ne s'arrête pas à Paris. En novembre 1944, la 2e division blindée fait un autre exploit. Elle doit prendre Strasbourg. Les plans disent 3 semaines. Leclerc le fait en 5 jours. Encore une fois, il défie les règles. Encore une fois, il prouve que la vitesse peut gagner. Entre 1945 et 1950, la doctrine Leclerc est enseignée dans les écoles militaires. West Point aux États-Unis enseigne son approche. Saint-Cyr en France en fait un exemple à suivre. 46 ans plus tard, en 1991, il y a la guerre du Golfe. Le général américain Schwarzkopf prépare une attaque contre l'Irak. Il invente une manœuvre appelée Left Hook. C'est un mouvement rapide qui surprend l'ennemi. L'armée américaine parcourt 450 km en 100 heures. Les officiers qui ont étudié l'histoire disent que c'est un écho direct de Paris en 48 heures. Les mêmes principes, la même audace. En 1947, l'OTAN écrit un manuel sur les opérations blindées en profondeur. Ce manuel est basé sur ce que Leclerc a fait. Il enseigne 3 principes. Premier principe, la vitesse est plus importante que la puissance de feu.
Deuxième principe, la surprise est plus importante que la préparation parfaite. Troisième principe, l'initiative est plus importante que la planification. Ces idées changent comment les armées pensent. La formation militaire change aussi. Les soldats doivent maintenant apprendre à faire des marches de nuit. Ils doivent apprendre le combat en mouvement. Avant Leclerc, les armées s'arrêtaient pour se battre. Après Leclerc, elles apprennent à se battre tout en avançant. En 1960, même l'armée soviétique étudie ce qui s'est passé en 1944. Ils développent leur propre version appelée Deep Battle. Tout ça vient de 48 heures en août 1944. Mais qu'est-il arrivé à Leclerc lui-même? Il meurt en 1947 dans un accident d'avion en Algérie. Il a seulement 45 ans. La France le fait maréchal après sa mort en 1952. Mais pendant longtemps, les livres d'histoire américains ne parlent pas beaucoup de lui. Ce n'est que dans les années 1980 que son histoire devient vraiment connue partout. Sa deuxième division blindée a un record unique. C'est la seule division alliée qui a combattu depuis la Normandie jusqu'à Berchtesgaden en Allemagne. Du début à la fin de la guerre en Europe. Leclerc n'a jamais regretté son pari. Il n'a jamais dit qu'il aurait dû attendre. Il disait toujours « On ne libère pas une capitale en marchant lentement ». Il croyait que certaines choses dans la vie demandent de la vitesse, pas de la prudence. Il croyait que les règles sont faites pour aider, pas pour empêcher. Cette histoire nous enseigne quelque chose d'important sur l'innovation. Souvent, les nouvelles idées viennent de gens qui désobéissent. Leclerc a désobéi aux ordres. Il a fait ce que les experts disaient impossible. Les non-conformistes changent le monde parce qu'ils refusent d'accepter que les règles sont éternelles. Les experts avaient figé les règles de la guerre. Leclerc a prouvé que ces règles pouvaient changer. La vitesse peut être une arme. Quand tout le monde pense défense et consolidation, celui qui bouge vite gagne. Cette leçon est vraie dans la guerre, mais aussi dans d'autres domaines. Le génie tactique, c'est comprendre que les règles sont faites pour un contexte précis. Quand le contexte change, les règles doivent changer aussi. Regardons le monde d'aujourd'hui. Les petites entreprises qui réussissent ont un slogan. Bougez vite et cassez les choses. Elles ne passent pas des années à planifier. Elles essaient, elles échouent, elles apprennent. Elles vont plus vite que les grandes entreprises prudentes. C'est la leçon de Leclerc appliquée aux affaires. Dans la guerre moderne sur Internet, la cyberguerre, c'est pareil. La vitesse d'action compte plus que la puissance. Celui qui réagit en quelques minutes gagne contre celui qui réagit en quelques heures, même si le deuxième est plus fort. La vitesse bat la force. Pour le changement climatique, nous voyons la même chose. Beaucoup de gens veulent un plan parfait avant d'agir. Mais pendant qu'ils font le plan parfait, le problème devient plus grave. Une action rapide et imparfaite peut être meilleure qu'un plan parfait qui arrive trop tard. Leclerc nous enseigne ça. Dans le leadership aussi, cette leçon est importante. L'audace mesurée bat la prudence excessive. Un leader qui attend d'avoir toutes les informations ne prend jamais de décision. Un leader qui prend des risques calculés peut changer les choses. Leclerc a pris un risque. Mais il avait calculé ses chances. Il savait ce qu'il faisait. Bon Dieu, ils sont déjà là. Ces mots d'Eisenhower résument un paradoxe qui existe toujours. Nous aimons calculer. Nous aimons savoir exactement combien de temps les choses vont prendre. Nous calculons le temps nécessaire pour faire l'impossible. Mais pendant que nous calculons, quelqu'un d'autre le fait déjà. Quelqu'un qui ne demande pas combien de temps, mais quand est-ce qu'on part? L'histoire n'appartient pas à ceux qui font les meilleurs plans. Elle appartient à ceux qui agissent. Elle appartient à ceux qui ont le courage de transformer l'impossible en possible. Leclerc a transformé 12 jours en 48 heures. Il a prouvé que les limites que nous acceptons sont souvent des limites que nous nous créons nous-mêmes. Pensez à toutes les fois où quelqu'un vous a dit « c'est impossible ».
Pensez à toutes les fois où les experts ont dit « ça ne peut pas se faire ». Puis pensez à Leclerc roulant vers Paris pendant que les généraux calculaient encore. L'impossible n'est qu'une question de vitesse. L'impossible, c'est juste ce que personne n'a encore osé faire assez vite. Paris attendait 12 jours. Elle a eu 48 heures. Parfois, cette différence entre ce qui est planifié et ce qui est fait, c'est la différence entre la défaite et la victoire. C'est la différence entre suivre les règles et changer le monde. C'est la différence entre être prudent et être légendaire. Leclerc dort maintenant dans un cimetière en France. Mais son esprit vit. Chaque fois qu'un soldat roule toute la nuit pour arriver avant l'aube, c'est l'esprit de Leclerc. Chaque fois qu'une entreprise lance un produit sans attendre la perfection, c'est l'esprit de Leclerc. Chaque fois que quelqu'un dit « on ne va pas marcher, on va foncer », c'est l'esprit de Leclerc. Les cloches de Notre-Dame ont sonné le 24 août 1944. Elles ont sonné pour célébrer l'impossible devenu réel. Elles ont sonné pour un homme qui a refusé d'attendre. Elles ont sonné pour prouver qu'audace et génie peuvent battre la prudence et les plans parfaits. Et si vous écoutez bien, peut-être que vous pouvez encore les entendre. Elles sonnent pour tous ceux qui osent transformer 12 jours en 48 heures. Elles sonnent pour tous ceux qui refusent d'accepter que l'impossible est vraiment impossible. Elles sonnent pour vous si vous avez le courage d'essayer.